sommes le mercredi 27 février, vous êtes sur CISM et vous écoutez Mediapolis, l'émission qui décrypte le monde impitoyable des médias. Bienvenue à tous, moi c'est Camille Test, cette semaine en studio avec moi Benoît Goubeau, Wilfried Devillers et Léla Savic. Salut les amis. Salut. Ensemble cette semaine on décrypte Internet et ses dérives, au programme la Ligue du LOL, les questions de cyberharcèlement, l'anonymat sur Internet et les pistes de régulation des cyberdérives. Et puis en deuxième partie d'émission, on échangera avec Sarah Meloul, elle est directrice du média en ligne On Orient, une plateforme qui couvre la culture de l'Afrique du Nord et du monde arabe. Elle nous en parlera tout à l'heure. Tout de suite on s'écoute les Québécois d'OGB avec un morceau incroyable qui s'appelle Cherry Pickers. Fake, I got colors on my plate. I've been painting with some fruits. I got juice on my face. Yeah, who you wanna raise? I'm already being chased. You can follow with the pack. See if you can match my pace. Yeah, who you calling fake? I got colors on my plate. I've been painting with some fruits. I got juice on my face. Yeah, who you wanna raise? I'm already being chased. You can follow with the pack. See if you can match my pace. Yeah. Son par jour, c'est pas assez. Y'a une tonne de fruits dans ma cour qui attendent juste d'être ramassés. Hey, cherry pickers comme en Colombie-Britannique. Que le sommet de la pyramide. Y'a que le sommet qui me tire de l'écriture de sonner, craché comme des pluies acides. Concentré sur mes multisyllabiques. J'garde les pieds sur la céramique. Je m'en fais la tête, même si j'ai du front. La seule chose qui gonfle c'est mes poumons. La seule chose qui compte c'est les doublons. Burning go tout en camon. Pris sur la branche, plan sur ma langue. So j'parle par la bouche de mes canons. Que du vrai dans mon panier. Palmier plié par mon sauvé the hurricane. Comment tu fais pour tout manier? Passer l'année entière avec le gros bonnet gain. On est en train de virer où les gains. Anéantir tout le haut des gammes. Monter la nôtre au niveau qui lui revient. Monter la côte et puis descendre en lévrier. Who you calling fake? I got colors on my plate. I've been painting with some fruits. I got juice on my face. Yeah, who you wanna raise? I'm already being chased. You can follow with the pack. See if you can match my pace. Yeah, who you calling fake? I got colors on my plate. I've been painting with some fruits. I got juice on my face. Yeah, who you wanna raise? I'm already being chased. You can follow with the pack. See if you can match my pace. Yeah, y'a pas de limite. Yeah, je veux tout mon équipe dans le bolide. Hey, le panier rempli grâce aux gouttes qui ont coulé du front. Sueur de mes équipiers. Ok, les au feeling. Yeah, tu connais les gimmicks. Yes, mon gars, on le mérite. Vax sur tous ceux qui veulent pas, mais faut m'y millionnaire. Hey, on veut coquer le fruit défendu. No time to waste, on va deal avec. Tout colorier, pas de délavé. Le truc est real dans mon a fondu. Ok, on rappe tout le monde dans les nirvana. Fort genre au work, pas de nevermind. Hey, hey, c'est pas le désert du Nevada. Flou torrentiel et c'est évident. Hey, hey, on est préparé, mon gars. La pluie peut tomber, mon gars. Make it rain, y'en a pas de problème. On est des cordes à lèche fixées, mon gars. Le juif reste, on est dangereux. DB Craven pour une tangerine. Si je me note mon enchère live, je voudrais savoir ce qu'il gagerait. Genre, oh, là, le money, mais on sombre dans la folie. Je suis surveillé par la cops, tellement que de bombes dans mon anti-future code. On est hungry, on the go. Pour mes homies qui mettent du respect sur notre nom et du dos sur notre musique. J'en ai perdu le paradis, devenu parasite. Couper le monde en deux symptômes de maladie. Tout y est mal appris. Déchiffrer les ondes pour s'approcher des messies. Pardonner les récits. Passer le temps à contempler les désirs. Un peuple d'indécis.
C'était le septuor québécois OGB pour Original Gros Bonnet. Alors à ne pas confondre avec Original Gros Bonhomme qui est rappeur français. C'est un peu compliqué les acronymes dans le monde du hip-hop. Le morceau s'appelait Cherry Picker. C'est extrait de leur EP Fruit Jazz. Courez l'écouter, ça vaut vraiment la peine. Vous êtes toujours à l'écoute de CISM 89.3 FM. Benoît Goubeau, Internet est un outil formidable, on le sait, pour s'informer, pour communiquer, pour militer. Mais ces derniers temps, difficile de passer à côté des excès et des dérives du web. Une chronique en forme de coup de gueule donc pour toi cette semaine. Absolument. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui, ils ont les mêmes droits de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. C'est pas moi qui le dis, c'est le romancier et essayiste Umberto Eco. Alors c'est bien connu, tout le monde a son mot à dire sur le net et généralement, ceux qui le font ne sont pas forcément les meilleurs. Mais lorsque les commentaires passent les bornes, qu'est-ce qui va les arrêter ? Et c'est justement ma question aujourd'hui, qu'est-ce qui les arrête ? Alors un triste événement et son traitement sur le net m'a interpellé la semaine passée, revenons dessus si vous le voulez bien. Mardi de la semaine passée, donc le 19 février, un incendie s'est déclaré tôt le matin dans une maison à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les 7 enfants de la famille qui habitaient là vont trouver la mort dans cet accident. Les parents, quant à eux, survivront. Une très triste nouvelle donc, que le site TVA Nouvelles va reprendre dans un article. Cependant, il se trouve que la famille en question était une famille réfugiée venant de Syrie, arrivée au Canada en 2017. Pour TVA, ce détail mérite la précision et ils vont alors titrer « Une famille syrienne décimée par un incendie », sous-titré « 7 enfants vivaient dans cette maison ». Alors en premier lieu, je trouve que préciser dans le titre de l'article que ces vies perdues étaient syriennes était absolument inutile. Quelle différence à cette tragédie ? L'article évoque un rêve brisé, soit, alors pourquoi ne pas titrer sur ces mots de rêve brisé ? D'autres quotidiens et sites de nouvelles ont eu ce discernement. Alors comme à l'habitude, cet article va être diffusé par TVA sur sa page Facebook et commenté par les internautes. Et c'est à partir de ce moment précis que la situation déraille. En réaction, un grand nombre de commentaires en français absolument inappropriés ou même haineux vont être postés. Alors on pourra lire par exemple 7 de moins, bye bye les immigrés, ou même désolé pour les enfants, mais moi ben écœuré de payer pour eux. Je m'arrête là parce que la décence m'empêche d'aller au-delà, ça va vraiment crescendo. D'autres internautes, s'ils ne commentent pas, trouvent tout de même le moyen de réagir au post avec l'emoji qui rigole, vous savez, celle qui fait haha. Des réactions et propos inadmissibles, et ceci juste après que le Premier ministre Legault assure qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Ben évidemment non. Alors TVA va dans un premier temps tenter d'épurer le fil des commentaires injurieux, puis finira tout bonnement et simplement par retirer l'article de la plateforme. Le média publiera le 20 février un communiqué condamnant ces propos et s'excusant pour le dérapage. Alors Benoît, j'imagine que tout le monde n'a pas commenté avec des propos aussi orduriers. Mais non, en effet, ces commentaires ne sont évidemment pas l'expression d'une majorité. Fort heureusement, beaucoup d'autres étaient des messages de compassion ou condamnant les premiers commentateurs. Nous devons plutôt ce genre de commentaires à une bande d'abrutis écervelés qui a réussi à trouver l'usage d'un ordinateur connecté à Internet. Et ils n'ont à la rigueur peut-être qu'une chose pour leur défense, c'est bien leur ignorance. Cependant, des personnes qui ne devraient, elles, pas être ignorantes, ce sont bien les rédacteurs de chez Montréal Blog. Et oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, nous parlions il y a peu des médias d'un fort divertissement qui encouragent les internautes à l'emportement pour générer du profit. Eh bien, Montréal Blog en est le parfait exemple dans ce cas. Juste pour le resituer, le site qui publie tout et n'importe quoi appartient au groupe Narcity Media, unanimement reconnu pour son objectivité et ses enquêtes à la pointe de l'investigation. Sarcasme, vous l'aurez compris. Donc le site anglophone a en effet décidé, dans un élan j'imagine de bravoure sociale, de poster sur Facebook un article le lendemain de la tragédie rapportant les commentaires injurieux en y injectant juste ce qu'il faut de fiel pour échauffer les consciences. Il titre « 7 children have died in Halifax house fire and some social media commenters in Quebec are reacting with racism posts ». Comprenez donc 7 enfants meurent dans l'incendie d'une maison à Halifax et des internautes au Québec réagissent avec des commentaires racistes sur les médias sociaux. Ils ajoutent à cela le sous-titre « Disgusting », dégoûtant. C'est un article purement gratuit et pousse au crime. Autant vous dire que les réactions ne se sont pas fait attendre et le post a enregistré à son tour un déferlement de commentaires injurieux, anti-Québec et anti-français. En gros, on se retrouve donc avec une avalanche de haine pour dénoncer la haine. Brillant, bravo quoi. C'est évidemment une récupération évidente du site et certains internautes ne sont pas dupes à en juger par les réactions dans les 2 langues qui dénoncent la manœuvre.
Justement, Benoît, quand on observe de telles réactions, il revient à qui de modérer les propos ou même de sanctionner les utilisateurs, en tout cas lorsqu'ils franchissent les limites ou appellent à la haine sur Internet? C'est un sujet très complexe selon les cas. Donc ici, on va reprenons l'exemple, par exemple, des commentaires sur les plateformes de médias sociaux. Au Canada, la régulation se fait à 2 niveaux. Une régulation privée par les compagnies de médias et les plateformes de médias sociaux, par exemple, et une autre régulation d'État encadrée par la loi. Donc tout d'abord, chaque média choisit des règles éthiques qu'il va appliquer sur ses comptes Facebook, Twitter, etc. Par exemple, TVA fait état dans son communiqué publié le 20 février qu'ils ont recours à des firmes de réputation mondiale pour s'assurer que les commentaires de leurs lecteurs rencontrent les plus hauts standards de respect à l'égard de tous. Ces règles éthiques varient d'un média à l'autre et même si ces sociétés ne sont pas les auteurs des propos injurieux, elles auront toujours tendance à se protéger au regard de la loi et au-delà même poussées par la peur d'un procès. Ensuite, vous avez les plateformes de médias sociaux qui sont considérées comme des acteurs passifs. Elles ont également leurs propres règles éthiques. Au regard de la loi, ces plateformes n'ont pas d'obligation de surveiller l'activité en ligne, mais rien ne les empêche de le faire. Ce n'est qu'une fois qu'un contenu est jugé inapproprié ou illégal et qu'il est révélé que le média doit donc intervenir. Facebook a dans ce sens pris un rôle de plus en plus proactif dans le domaine suite à de nombreuses affaires très médiatisées. Le service pourra par exemple supprimer des commentaires et des posts jugés inappropriés ou même bannir des utilisateurs s'ils contreviennent à leurs règles et à la loi. Sachez qu'au-delà de ce que requièrent les institutions, toutes ces règles sont à la discrétion des sociétés qui les mettent sur place. On notera tout de même aussi qu'apparemment l'autorégulation des propos des internautes paraît plus simple que l'autorégulation des propos et des actions de certains médias entre eux. Enfin donc, des textes de loi provinciaux et fédéraux punissent les atteintes aux personnes et l'appel à la haine sur Internet par des amendes de plusieurs milliers de dollars et aussi des peines d'emprisonnement. Malheureusement, la justice doit être saisie pour intervenir et les régulateurs publics qui pourraient prendre les devants sont de leur côté bien incapables de surveiller l'entièreté du net. Lorsque l'on tente de garder un œil sur un réseau qui véhicule instantanément des millions de messages par jour et lorsqu'une minorité d'utilisateurs décide d'y déverser sa haine, on arrive souvent trop tard, le message est publié, le mal est fait. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la majorité qui s'exprime que nous ne devrions pas constamment tenter de contrer ces propos. Des systèmes sont en place. Imparfait, il est vrai. Internet n'est pas mauvais en soi, c'est ce qu'on en fait, nous utilisateurs, qui importe. Il est de surcroît très difficile de responsabiliser des allumés de la sorte quand, en plus, ils peuvent se cacher derrière l'anonymat de la toile. Je n'ai moi pas de solution miracle, mais sans aucun doute que travailler à l'éducation et à l'ouverture à l'autre pourrait faire diminuer en fait ces réactions violentes. J'ai commencé mon coup de gueule par une citation, je finirai par une autre du rappeur Orelsan. Si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Merci Benoît Goubeau. Léla Savic, comment les médias justement gèrent-ils les commentaires haineux sur les pages Facebook? Tu t'es penchée sur la question. Effectivement, est-ce qu'on les bloque? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on les laisse? C'est une question qui se pose dans plusieurs médias. Donc, comme Benoît nous l'a expliqué, TVA Nouvelle a décidé de retirer de sa page Facebook l'article qui a généré plusieurs commentaires haineux et on a publié le lendemain un communiqué qui expliquait qu'il y avait un logiciel qui n'a pas filtré ces commentaires-là. Mais dans la même journée, le mardi 19 février, le journal Métro a publié un article de la plume de Dalila Awada portant sur la manière dont ont réagi certains chroniqueurs face aux proches des victimes de la mosquée de Québec suite à la sentence du tueur. Et là, il y a eu tout un tas de commentaires haineux. Et donc, juste en dessous de l'article, le premier commentaire qui est sorti était un commentaire du journal Métro qui a dit « Journal Métro, donc je cite, « Bonjour à tous, Métro se réserve le droit de supprimer tout commentaire jugé inapproprié ou hors sujet. Les attaques personnelles seront supprimées. Veuillez prendre connaissance de notre étiquette ici. » Merci de participer au débat de façon saine et constructive. Et donc, dans la netiquette, en fait, il y a une règle de conduite et on demande, afin de favoriser les échanges constructifs et pour éviter que votre commentaire soit supprimé, voici quelques règles à suivre. Donc, je vous les lis. On dit éviter les attaques personnelles, les menaces, les insultes, la diffamation, les propos obscènes, haineux ou dégradants sont interdits, les appels aux activités illégales sous toutes leurs formes ne sont pas tolérés, la violence ou l'incitation à la violence n'est pas acceptée et l'autopromotion sur des sujets qui ne seront pas susceptibles d'intéresser les fans de la page Facebook de Métro est effacée. Ça finit en disant, en commentant sur la page Facebook de Métro, vous acceptez ces règles de conduite. Et donc, voici une manière dont le journal Métro a décidé de contrer cette tendance à la propagation de messages haineux. Et juste un peu plus bas,
sous l'article, il y a eu des commentaires. Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Journal Métro, pour moi, à partir de maintenant, je boycotte ». Ok. Et le journal Métro a répondu avec un mème, donc une photo, une animation de Harry Potter dans un bus rouge qui part avec des babayes. Et donc c'était intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « 1 de perdu, 10 de retrouvé, merci beaucoup, je m'abonne au journal Métro ». Donc il a vraiment pris une action concrète pour dire « nous, on tolère pas ça ». Quoi. Et donc j'ai voulu savoir qui était le génie derrière cette réponse. Eh bien je l'ai trouvé, c'était Philippe Lemelin, journaliste web au journal Métro, qui nous explique justement que effectivement il y a des logiciels qui filtrent les commentaires, surtout les gros mots que tous les médias à peu près détiennent, donc ce genre de logiciel, mais il n'y a pas vraiment de logiciel qui filtre les commentaires haineux ou les attaques personnelles. Donc ça prend un être humain qui fait ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe 2 heures par jour de sa journée à gérer les commentaires haineux. Il les efface lorsqu'il y a des attaques personnelles. Même lorsqu'il y a des fausses nouvelles, il va les rectifier, il va les donner des faits. Et pour lui, c'est super important. Donc j'ai discuté avec lui et il m'explique que pour lui, c'est très important justement de prendre cette position-là en tant que journaliste parce qu'on est responsable de ce qui se passe dans la société. Et il me dit, je me sens obligée de corriger, c'est super important pour moi. L'information, c'est un combat de retirer les mauvaises informations et la propagation de haine. Donc voilà, c'est un bel exemple, je crois, de médias qui prend position sur la propagation de haine. J'ai entendu la semaine passée à Radio-Canada, on disait qu'on bloquait la section commentaires lorsqu'on publiait des articles sur les autochtones, ça se fait plus aujourd'hui. Donc voilà, une question à se demander sur ce point. Est-ce qu'on bloque les commentaires? Est-ce qu'on modère comme le journal Métro l'a fait? Ou est-ce que tout simplement on retire la publication de Facebook? Une question ouverte à débat, donc merci beaucoup Lila Savic. Vous écoutez toujours Mediapolis sur CISM 89.3 FM. Juste après Balance ton quoi d'Angèle, je passerai le micro à Wilfried Devillers qui va revenir sur la Ligue du LOL, une sombre histoire de cyberharcèlement dans le monde des médias français. On s'en parle tout à l'heure. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chaînes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, aller te faire. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent y a de mes mots. Fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire. Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire. Moi je serai poli pour la télé. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
fruits. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Vous êtes toujours sur les ondes de la marge, c'était la française Angèle avec Balance ton quoi, un morceau de circonstance, puisqu'on va parler de cyberharcèlement, notamment envers les femmes. Wilfried de Villers, le monde des médias français est agité depuis quelques jours par une affaire vraiment pas très glorieuse, ça s'appelle la Ligue du LOL. Effectivement Camille, pas très glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis début février, cette sombre histoire secoue le monde médiatique français. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Ligue du LOL ? Eh bien, à la base, c'est un simple groupe privé sur Facebook. Il regroupe une trentaine de journalistes, des publicitaires et des communicants parisiens influents, des hommes en grande majorité. Et sur ce groupe, on s'échange des bons plans, on consolide son réseau, on se pistonne, et puis entre tout ça, on se balance quelques blagues, un peu lourdes, un peu potaches, mais sans plus. Seulement voilà, cette Ligue du LOL s'est progressivement transformée petit à petit en un monstre de harcèlement sur le web, un harcèlement ciblé vers les femmes principalement et vers quelques hommes, souvent homosexuels. Alors c'est le quotidien français Libération qui a fait lumière sur cette affaire en publiant une enquête à charge début février, une affaire dont les faits remontent à une dizaine d'années. Pour en comprendre la portée, il faut d'abord se replonger dans le contexte de l'époque. Alors nous sommes en 2009, c'est le temps des premiers gazouillis de Twitter, Facebook aussi commence à faire parler de lui, et une bande de mecs flaire le bon plan et commence à y faire son trou, au point qu'ils deviennent en France des icônes de ce petit monde numérique où beaucoup se connaissent. Ils sont étudiants, journalistes, publicitaires, ils sont jeunes, brillants, ils créent une sorte de fascination sur les réseaux où des centaines, voire des milliers de personnes commencent à les suivre. Bon, jusque-là, ça peut paraître normal puisque ce sont des journalistes dans des médias parfois importants. Et puis pour rassembler tout ce beau monde, eh bien, Vincent Glade, journaliste à Libération, lance un groupe Facebook privé. C'est la naissance de la Ligue du LOL. Au départ, ce groupe, c'est simplement une bande de potes qui échangent sur des actus, des faits qui se passent dans cette petite sphère médiatique parisienne. Ils échangent aussi sur des personnes et progressivement, ils vont dépasser toutes les limites. Le groupe va devenir complètement borderline. Plusieurs de ses membres, et parmi les plus influents, vont commencer à coordonner des actions contre certaines personnes, très souvent des femmes, journalistes, blogueuses, community managers. Au départ, ça se fait surtout sur Twitter, via des tweets insultants, violents, racistes, et surtout répétés des centaines de fois contre des personnes ciblées. On parle de photomontage pornographique, de canulars téléphoniques, de fausses promesses d'embauche aussi. Et puis quelquefois, ces tweets vont être publiés sous le nom des journalistes en question, sauf que dans de nombreux cas, c'est surtout publié de manière anonyme, via des comptes anonymes, et tout ça va avoir lieu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, certains de ces mecs ont même des positions importantes dans de grandes rédactions françaises. Ils sont par exemple journalistes, voire rédacteurs en chef, chez Slate, aux Inrock, à Vice ou chez Uzbek Erika. En gros, le gratin de la presse, magazine et web française. Mais alors Wilfried, pourquoi est-ce que la bulle n'explose que maintenant, puisque les faits dont on parle se déroulaient il y a 10 ans ? C'est surtout que de plus en plus de victimes commencent à témoigner. C'est un peu triste à dire, mais ces victimes étaient jusque-là pseudo-entendues, ce qui est souvent malheureusement le cas dans beaucoup d'histoires de cyberharcèlement. Mais dans cette nouvelle ère d'après-MeToo, la parole se libère véritablement. Dès que la première enquête de Libération tombe, les témoignages de différentes victimes affluent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Elles décrivent tout un véritable système, une machine de cyberharcèlement parfaitement huilée, où les blagues à caractère sexuel se transforment petit à petit en véritable campagne de harcèlement. Et le pire, c'est que ça se passe en ligne comme dans la vie réelle. Alors sur Twitter, par exemple, la youtubeuse Florence Porcel témoigne de ce véritable travail de sape. Elle parle notamment d'un lynchage numérique et d'un canular téléphonique humiliant au cours duquel l'un des membres de la Ligue se faisait passer pour un recruteur. Elle affirme aussi que ces harceleurs sont venus la voir sur son lieu de travail. Alors comme Florence Porcel, elle et ils sont des dizaines à enfin oser parler de ce qui s'est passé principalement au début des années 2010. Alors on imagine aisément les répercussions dramatiques sur la vie professionnelle et la santé mentale parfois de ce harcèlement systématique sur les victimes. Et puis dans la foulée de tous ces témoignages, plusieurs journalistes dont Vincent Glade chez Libération et David Doucet aux Inrock sont mis à pied par leurs entreprises. Ils s'excusent dans le même temps sur Twitter assurant ne plus participer à ces harcèlements depuis de nombreuses années, mais le mal, lui, est pourtant fait. Alors Wilfried, aujourd'hui, 3 semaines après le dévoilement de l'affaire, l'heure est à la réflexion. Effectivement, là on est plus dans une phase de réflexion. Au-delà des accusations terribles de cyberharcèlement, le scandale en fait soulève de nombreuses questions et laisse le monde médiatique français en pleine crise d'identité. La presse est en train en fait de prendre conscience de la nocivité terrible
de son entre-soi, un petit univers où les personnes les plus influentes sont majoritairement des hommes, majoritairement blancs, majoritairement hétéros, un monde où la domination masculine et raciale reste finalement un modèle social dominant. Et puis c'est surtout que la Ligue du LOL n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, en fait, se cache un système social patriarcal parfaitement bien huilé, celui des boys clubs, ces groupes d'hommes influents qui oppriment les autres pour asseoir leur domination et gravir l'échelle sociale en toute impunité. Et tout ça se passe un peu sous couvert de coolitude, sous prétexte de se rassembler, de s'entraider, mais seulement voilà, uniquement entre hommes. Au Québec, c'est l'universitaire Martine Delvaux qui parle beaucoup de ce phénomène dont elle étudie l'évolution. Depuis la Ligue du LOL, sa voix porte même de l'autre côté de l'Atlantique. Pour la professeure de littérature à l'UQAM, je cite, « La Ligue met en lumière un système sexisme systématique. On parle d'hommes qui travaillent tous dans le même domaine, liés par des intérêts communs, qui ont eu des gestes d'intimidation pour exclure de ce milieu les femmes et certains hommes. » Fin de citation. Un système, donc, que l'on retrouve finalement partout dans les arcanes du pouvoir comme dans le monde médiatique. Et je pense qu'il est aujourd'hui essentiel d'étudier cette culture des boys clubs et surtout de prendre des actions concrètes pour lutter contre. Merci Wilfried. Benoît Goubol et Léla Savitch, selon vous, est-ce qu'une telle affaire, la Ligue du LOL, donc, aurait-elle pu arriver au Québec ? Oui, effectivement. Je ne sais pas si elle aurait été aussi organisée. Mais je crois qu'il y a du sexisme dans les médias partout dans le monde, que ça soit au Québec ou ailleurs. Maintenant, on ne va pas extrapoler à se demander est-ce que ça serait possible que des journalistes se mettent ensemble pour râler contre les femmes. J'espère que non. J'espère. Du moins, je ne le sais pas. En fait, je pense que peut-être on peut supposer par exemple que ça existe une telle affaire, qu'en tout cas que ce soit possible au Québec, mais si la parole ne se libère pas, en fait, je pense que c'est à partir du moment où la parole va se libérer, la parole de ces victimes, de ces femmes principalement qui ont été victimes, je pense que c'est à ce moment-là vraiment qu'on pourra savoir s'il y a une telle affaire. Si une telle affaire aurait pu se passer ou s'est passée en tout cas. Alors Wilfried et Benoît, vous êtes des hommes, vous avez travaillé dans plusieurs rédactions. Est-ce que ça vous est arrivé d'expérimenter quoi que ce soit qui puisse s'apparenter à une espèce de boys club ? Moi, je travaillais dans des rédactions télé à Paris et en fait, c'est vrai que foncièrement, on voyait beaucoup de réalisateurs hommes et qu'il y a une espèce de mauvaise camaraderie mal placée en fait entre gars qui avait tendance à changer, mais il y a toujours cette espèce de reliquat des gars de la presse qui se tapent dans le dos. J'ai pas vu ce genre de choses très organisées, mais le terreau de ce que ça pouvait être, ouais, ça je l'ai vu, oui. Léla Savitch, toi, en tant que femme, tu as travaillé dans plusieurs rédactions également. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de par ta position de femme ? Bah oui, j'ai senti des fois que je pouvais pas être trop féminine. J'ai senti que je me suis fait dire t'es grande, tu t'habilles bien, tu portes des talons, t'es intimidante. Je me suis fait envoyer des fois à la section lifestyle juste parce que j'étais une femme, en me disant que je devrais aimer ça parce que je suis une mère. Donc oui, j'en ai discuté avec plusieurs femmes qui m'ont effectivement dit que c'était plus difficile de couvrir certains sujets liés à la politique parce qu'on était des femmes. Donc c'est vrai qu'il y a cet esprit il y a beaucoup d'hommes. La plupart de nos patrons sont des hommes. Dans les médias au Québec, il y a très peu de femmes qui ont des positions de rédactrice en chef. Il y en a quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est pas un environnement dans lequel il y a beaucoup de conversations sur le racisme, le sexisme, toutes ces réalités-là qu'on vit. C'est bizarre en fait, parce que le journalisme devrait être un milieu où est-ce qu'on se questionne beaucoup, on se remet en question. J'ai pas vraiment vécu ça et je l'ai pas vraiment vu dans les salles de presse au Québec. Alors dans l'affaire de la Ligue du LOL, justement, les journalistes mis en cause ont expliqué qu'ils étaient jeunes à l'époque, que depuis ils étaient devenus féministes. Moi, ça m'a donné envie de vous parler d'un petit documentaire réalisé par le journal Le Monde en France qui s'intitule « Ce que le mouvement MeToo a changé pour les journalistes ». Dedans, une journaliste justement une femme montre que ces dernières années, le monde des médias a évolué dans sa manière de couvrir les affaires de harcèlement sexuel envers les femmes. Je voudrais qu'on écoute un extrait. Nous, journalistes, ne sommes peut-être pas irréprochables. En 2011, quand l'affaire du Sofitel avec la à New York mettant en cause Dominique Strauss-Kahn, on a surtout mis au départ la parole de la victime présumée en doute, notamment l'affaire de Tristan Banon qui accusait Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle. Moi, j'ai travaillé sur cette affaire et tout de suite, au sein de la rédaction, beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire « Mais es-tu sûre qu'elle est fiable, elle est crédible, est-ce qu'on peut lui faire confiance ?» Les journalistes du monde sont loin d'être les seuls à avoir ce réflexe. Dans les médias du monde entier, le CV de Nafissatou Diallo est épluché. On étudie ses origines, son parcours. On se demande si elle est entrée aux États-Unis illégalement.
Alors là n'était pas la question, elle accusait un homme politique de viol, qui qu'elle soit, peu importe si elle était rentrée en fraude ou pas. À l'issue de l'affaire Weinstein, Luc Bronner, directeur de la rédaction du journal Le Monde, explique qu'une prise de conscience a commencé à s'opérer dans les rédactions. À nouveau, on l'écoute. Et là, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Moi, je ne l'avais jamais vu en tant que journaliste et encore moins en tant que directeur de la rédaction. Il y a une discussion qui s'opère avec beaucoup de jeunes journalistes, notamment de jeunes journalistes femmes issus du numérique, qui prennent la parole et qui vont nous aider à prendre conscience de l'ampleur du phénomène et qui vont nous aider avec l'ensemble de la rédaction à faire émerger énormément d'idées, d'envies, de sujets sur lesquels on va ensuite travailler pendant des semaines et des semaines. Alors on l'a vu, les mentalités évoluent tout doucement dans les rédactions. On peut sans doute dire qu'il y a un avant et un après MeToo. Wilfried de Villers. Exactement, en fait. Je pense que cette affaire-là de la Ligue du LOL, en tout cas, serait peut-être pas sortie s'il n'y avait pas eu MeToo avant. En tout cas, il n'y aurait peut-être pas eu un aussi fort impact. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que voilà, nous on est journalistes. Notre travail, c'est de décortiquer, en tout cas... en tout cas on demande de la transparence, on va analyser, je sais pas, par exemple le monde économique, on demande de la transparence au monde économique, dans le monde politique, etc. Nous aussi je pense qu'on a un devoir de transparence, et puis en tant que journaliste et dans les médias, c'est aussi notre travail à nous, peut-être de se remettre en cause, de se remettre en question. C'est un problème qui existe aussi au Québec, c'est d'ailleurs ce qui a poussé les chercheuses Maïka Sonraji et Laura Shine à créer il y a quelques mois une plateforme destinée aux journalistes québécois. Ça s'appelle Femmes Expertes au pluriel .ca et c'est un outil qui a vocation à servir de carnet d'adresses pour les professionnels de la presse qui voudraient en fait contrebalancer la surprésence masculine dans les médias. Vous, Benoît, Wilfried, Léla, comment vous accueillez une telle initiative ? Moi, je trouve ça super. En fait, je l'ai vu il y a quelques semaines et je trouve que c'est une super initiative. Je sais qu'elle existe à Radio-Canada pour la diversité, mais d'avoir un répertoire qui est publiquement disponible pour tous les journalistes au Québec pour avoir plus de femmes dans les médias, je trouve que c'est vraiment une super belle initiative. Donc bravo. C'est vrai qu'en tant que journaliste, quand on se cherche des experts pour intervenir sur tel ou tel sujet, il est fréquent, et quand je pense par exemple aux 15 sujets que j'ai couverts dernièrement, c'est disons à peu près à 80% des hommes, les personnes qu'on trouve en majorité c'est des hommes. Je ne sais pas si vous avez fait la même observation. Je dirais que ça dépend aussi des sujets qui sont abordés, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de... On parlait tout à l'heure du fait qu'il y ait beaucoup d'hommes dans les rédactions, et donc les hommes, c'est bête, même sans y penser, c'est bien ça le souci, c'est qu'il y a un espèce de formatage à s'adresser à ses pairs ou autres, et du coup est-ce que les hommes vont se tourner vers des hommes, c'est peut-être la tendance, et donc c'est bien qu'il y ait ce répertoire pour forcer la réflexion si on l'a pas ultimement au départ, et se tourner vers n'importe qui a quelque chose d'intéressant à dire, et là-dessus le genre ou le sexe n'a absolument rien à voir en effet. En tout cas, à tous les journalistes qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller consulter cette plateforme, ça s'appelle femmesexpertes.ca. Merci à tous les trois, merci Léla Savitch, merci Wilfried de Villers et merci Benoît Goubbeau. Dans un instant, nous discuterons avec Sarah Meloul, elle est directrice du média en ligne On Orient. Avant ça, ouvrez grand vos oreilles et montez vos basses, on s'écoute Qualité Motel avec Ansel Gretel. Oh, quelle est belle cette nuit, emblème et radieuse étoilée, décor parfaitement construit, entend les hiboux bouler, ça respire les blancs interdits, près de l'océan enragé, avec toi je ferai de l'insomnie, souris car tu vas y goûter, les animaux c'est comme ça, c'est la nature qui fait sa loi, si mon corps bat parfois des ailes, mon cœur lui restera fidèle, et si un jour une ombre vient pour me voler à ton soleil, irai-je patiner au jardin du vice au pays des merveilles. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Sommes deux épicuriens de souche, de beaux grands jouisseurs de la vie, à nous aimer sous la grande ours. Oublie ton chant de l'infini, deux épicuriens dans la source, parfaite victime
pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. La vie est une pomme que je croque, croquant comme mon ange me rock. En seul garder sur mon visage, au bout de ma langue est sauvage. Je vous suis mortel et hanté, qualité modèle, cache remis. C'est la pleine nuit, je ferai la solie. La bonne fortune dort dans mon lit. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. Je peux pas dormir quand je suis avec toi. C'était Ansel Gretel de Qualité Motel, un featuring réalisé avec Yann Perrault et Elisabeth Isaac, chanteuse inuite originaire du Nunavik. Vous êtes toujours sur CISM 89.3 FM, vous écoutez Mediapolis, l'émission qui décrypte le monde impitoyable des médias. En ligne avec nous, Sarah Meloul. Sarah, bienvenue. Salut Camille. Sarah, tu es directrice du média en ligne On Orient. En 2 mots, On Orient, qu'est-ce que c'est ? Alors, On Orient, c'est un média qui est né il y a un peu plus de 5 ans au Maroc. Et c'est un média indépendant et apolitique qui s'occupe de la promotion et de la diffusion des arts et cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Comment ça a été créé ? Pourquoi créer ce genre de plateforme-là ? Écoute, en fait, le média est né du coup dans la blogosphère marocaine et disons peut-être plus généralement dans la blogosphère via des rencontres entre à la fois des Marocains, des Algériens, des personnes qui étaient basées en France aussi. Et l'idée du média est partie du constat que les champs artistiques et culturels étaient assez peu couverts par les médias et qu'en parallèle, les artistes de ces pays-là, donc nous on couvre ce qu'on appelle globalement le monde arabe, que ces artistes n'avaient pas vraiment de fenêtre d'expression ou de diffusion de leurs arts. Voilà. Donc il y avait un vrai problème de visibilité et l'idée du média, c'était de pallier à ce problème-là. Aujourd'hui, vous couvrez, quand vous dites que vous couvrez le monde arabe, mais en fait c'est même plus large que ça, puisque je sais que vous couvrez aussi des artistes iraniens, ce genre de choses. Alors oui, ça a été le cas. En fait, on est un peu revenu sur notre ligne éditoriale. C'est vrai que c'est un média qui n'a pas arrêté de bouger, à la fois dans ses formats et dans son contenu. Donc, on a couvert la Turquie, on a couvert l'Iran, donc on a couvert vraiment, disons le monde arabe au sens large ou le bassin méditerranéen. Enfin, il y a pas mal de manières d'exprimer et de décrire cette région, mais aujourd'hui, on couvre le Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie. On couvre la Libye, l'Égypte, le Mashrek, donc le Proche-Orient et les pays du Golfe et l'Irak. Comment tu expliques ce manque de visibilité de ces artistes-là à la base dans les médias, en tout cas les médias occidentaux ? Il y a, je pense, 2 manières de répondre à cette question. La première, c'est un peu la raison pour laquelle On Orient est né. Donc, comme il est né vraiment dans un contexte marocain, ces artistes n'ont pas de visibilité dans les médias parce que déjà souvent les médias sont quand même pilotés par certains gouvernements ou alors que les médias indépendants ont certains problèmes de financement et que le métier de journaliste est extrêmement compliqué en lui-même. Donc souvent, voilà, la culture n'était pas une priorité, ou en tout cas disons que la culture ou les cultures émergentes ou les cultures alternatives n'étaient pas une priorité. Et donc ça, c'est vraiment du point de vue peut-être des médias dans le monde arabe, en sachant que bien sûr, les situations sont un peu uniques en fonction de chacun des pays et de la réalité, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression dans chacun des pays. Et après, voilà, la deuxième manière de répondre à la question, c'est en effet, puisqu'aujourd'hui on est aussi basé en France et puisqu'on est un média francophone, pourquoi ces arts et ces cultures ne sont pas couvertes ? Je sais pas, enfin, je pense pour plusieurs raisons. C'est que c'est des artistes qui déjà sont pas forcément programmés ici, donc ils sont pas forcément connus, qui n'intéressent pas forcément, donc il n'y a pas vraiment, tu vois, la
peut-être la première fenêtre d'entrée qui susciterait la curiosité chez les gens. Il y a un vrai problème de mobilité. Et après, voilà, il y a aussi, il y a quand même une vision de la culture et de la culture nationale en France. Voilà, quelque chose d'assez élitiste qui est majoritairement couvert par la presse culturelle en France. Sarah Meloul, tu restes avec nous. On s'écoute Lou Adrienne Cassidy avec un morceau qui s'intitule Ça va, et on se retrouve juste après. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Lâche pas, fais-toi-en pas, ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi? Lâche pas, fais-toi-en pas, lâche pas, ça va. Comme les parents de mes parents qui ont pleuré en m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là. Lâche pas, fais-toi-en pas, ça va. Je voudrais aimer, je voudrais donner, faire un bébé. Je voudrais tomber en amour avec toi. C'était la douce voix de Lou Adrienne Cassidy qui vient tout juste de remporter 2 prix Rideau. Je rappelle qu'elle est aussi la choriste du Berle Noir. Le morceau s'appelle Ça va. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur CISM 89.3 FM. Nous sommes encore avec Sarah Meloul. Elle est directrice de On Orient, un média en ligne qui a vocation à mettre en valeur les artistes du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, On Orient, vous êtes quand même assez connu en France, effectivement, mais aussi au Québec. Ici, on entend parfois parler de vous. Est-ce que c'est bon signe pour le genre de culture que vous voulez promouvoir, d'après toi? Bah oui, bien sûr, ouais. C'est une petite victoire et c'est vrai qu'en fait, voilà, quand tout à l'heure je te disais que c'est un média qui a cessé de bouger, de se questionner, de se modifier, on a pris conscience de cette francophonie parce que comme tu me dis que voilà, on en entend parler au Québec, nous on est essentiellement francophone. C'est un média qui est né dans un pays de langue arabe, mais qui est né en français. Et donc voilà, c'est aussi, je pense, via cette langue qu'on peut être lu. Au cœur de notre travail, c'est rendre visible des artistes qui le sont pas d'une certaine manière dans les pays arabes et encore moins dans les pays occidentaux, que ce soit en France ou au Québec ou au Canada.
Une autre question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que on voit de plus en plus en fait d'œuvres d'art, d'œuvres artistiques qui s'approprient un petit peu les sonorités arabes. On le voit beaucoup en électro notamment. Est-ce que le succès dont vous bénéficiez est un peu un des effets de cet orientalisme? Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'assez tendance, voilà, une espèce de mondialité. C'était Édouard Glissant qui parlait de ça, qui est qu'on vit aujourd'hui dans un monde avec 1 milliard de cultures et que les gens vont aller se faire un sushi, regarder un film mexicain et lire en Orient quand ils rentrent avant d'aller écouter de la techno égyptienne. Et ça, je trouve ça extrêmement positif, en fait, qu'il y ait cette ouverture. Après, en effet, la limite et le risque, il est dans une forme d'exotisation et aussi, donc ici, sur le monde arabe, dans une forme d'orientalisme où ces sonorités se retrouvent un peu mélangées à plein de choses, réutilisées dans des gros beats techno, enfin voilà. Et ce qui est aussi positif, mais je pense que ça doit être fait un peu dans une démarche intelligente, quoi, de connaissance et de curiosité pour ces musiques-là, si on parle de musique. Mais c'est on le repère dans d'autres champs artistiques. Toi, Sarah, tu es formée en relations internationales. Dans quelle mesure est-ce que cette formation t'a permis d'apporter quelque chose peut-être de nouveau à Honorian, justement? Disons qu'en fait, moi, j'ai fait un master en sécurité internationale, spécialisé sur le monde arabe, et je pense que ça m'a donné une connaissance, disons, des enjeux historiques, économiques, politiques, géopolitiques actuels, ce qui permet, je pense, de comprendre peut-être un peu mieux, d'avoir une approche fine de certaines œuvres, de certains spectacles, etc. Et donc voilà, ça a été très enrichissant pour moi, et réciproquement, pendant mes études, je trouvais qu'il y avait un manque criard, en fait, même dans le champ de la recherche, en fait, d'études, de papiers, de thèses qui croisent un peu les relations internationales et le champ artistique dans le monde arabe. Il y a assez peu de choses. Il y a assez peu de choses en anglais, il y a très peu de choses en français, et ça, c'est dommage, parce que ça soit pour la révolution en Tunisie, en Égypte, pour la situation actuelle au Maroc, par exemple, c'est un angle d'attaque qui est très pertinent et vraiment très intéressant, et je pense une clé de compréhension de ces sociétés-là aussi. Voilà. Sarah Melloul, merci infiniment pour cette contribution. Pour aller découvrir le site d'Honorian, c'est facile, c'est honorian.com. Je vous recommande vraiment d'aller voir. C'est une très belle plateforme passionnante pour découvrir la culture du monde arabe et du Maghreb aussi. Sarah Melloul, merci beaucoup. Mediapolis, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain de midi à 13h. On accueillera Cyril Ekwala, il est animateur de l'émission Néo-Québec. D'ici là, réécoutez Mediapolis en balado sur Google Play, iTunes, sur le site de CISM, sur Facebook et sur YouTube. Merci à toute l'équipe d'aujourd'hui. Merci donc à Léla Savic, Wilfried De Villers et Benoît Goubeau. Merci à Yorin Abad pour notre jingle et à Pauline Rochette pour notre identité visuelle. L'hiver est bientôt fini, prenez soin de vous. On vous embrasse et on se quitte en écoutant un morceau qui s'appelle Michael Jackson du français Esprit Noir, puis Feisty avec un morceau qui s'appelle Dem Thief. Gucci gang, cassage de nuque sur du Gucci gang. Regarde le score, c'est mon crew qui mène. J'ai l'amnésia, j'ai la Gucci Mane. Avant Marc Teuf et puis partez. Ce qui l'a séduit, c'est mon phrasé. Mets pas tes pieds dans le brasier. Patate dans l'œil comme Joe Frazier. Ok,
ok. Ratatata, je ramasse pas les douilles. Pendant que le Samy transporte ta dépouille. Girotte mon verre, casse-moi pas les couilles. Tout doux, ok. 7-5 que des restas. Mais pas ton clip là sur Insta. Je suis avec mes gants bien mes rastas. Hotline, l'as des 500 dans sa poubelle. Protège ta nuque, je suis en Wu-Tang. Mathieu à ma table, je prends de la bouteille. Fuck top, chante club, fuck top, chante club, yeah, yeah. Fuck top, chante club, fuck top, chante club, yeah, yeah. J'suis en Michael Jackson, 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 Michael Jackson. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Cassage de nuque sur du Gucci gang. Tous sur le nez dans la bolivienne. Si touche à la nouille, y'en a 12 qui viennent. J'rentre dans le club, c'est le bordel. 40 litres sur la table. Ça part d'argent, ça part d'arblé. Que des coups de coude, ça va dabber. Ok, bitches, ok, j'encaisse, enquête, personne ici peut nous dompter. Ok, missile, hôtel, piscine, Jeanne-Con, Migo, Guapa, Sissi, 3 grammes dans le vaisseau, Jack Dad dans le beat, Pétasse fait le moonwalk, fuck top dans le VIP. J'suis en Michael Jackson, 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 Michael Jackson. Oh, merde. Michael Jackson. Yeah. Gang. Yeah. Michael Jackson. Yeah, every day we move forward, try our thing. Got to move ahead for sure. Them can't stop we. Hey. Them a thief, claim them a lead with the right way. Claim say yeah, them a go decide there. Them a cheat, well with them wise there. Crab in a bucket, them a lice there. Them a thief, with them why exploit there. See say them a real parasite there. Them a cheat, and them not move right there. Down a parliament, them reside there. It's a real world out there. Every day we have to feed our sons and we daughter. Some a use them brain, them want all the game, but nowadays we get smarter. I know a one pass now we fed up of them injustice. Everybody fi prosper, yo. Cause them system doom, we no matter what them try, them a figure feel the rot, yeah. Them a thief, claim them a lead with the right way. Claim say yeah, them a go decide there. Them a cheat, well with them wise there. Crab in a bucket, them a lice there. Them a thief, with them why exploit them. See say them a real parasite there. Them a cheat, and them not move right there. Down a parliament, them redie there. In Jamaica, no delay ya. New generation, them not cater. Now watch your face ya, deal with them case ya. Waste of space now, them in a danger. We want greater right now, not later. Coordinator, we are communicate ya. Now debate ya, we are eliminate ya. Now hesitate, pop down our gate ya. Them a thief, claim them a lead with the right way. Claim say ya, them a go decide there. Them a cheat, well with them wise there. Crab in a bucket, them a lice there. Them a thief, with them why exploit them. See say them a real parasite there. Them a cheat, and them not move right there. Down a parliament, them redie there. Can't chop we, can't flop we, can't fool we see what them a plot be. Can't lock we down in a democracy. Get caught up, gone down the rock we. Step back, give we little blind day. Too long now we see them a rob we. Too many youths who no come stop me. Now them end up in a them candy. Them a thief, claim them a lead with the right way. Claim say ya them a go decide there. Them a cheat, well with them wise there. Crab in a bucket, them a lice there. Them a thief, with them why exploit there. See say them a real parasite there. Them a cheat, and them not move right there. Down a parliament, them redie there.
tempête. À temps simple, un jour de fête. Finissons morts sous une table, encombré d'un bistrot lamentable. Hormis les regards de mille œils d'or, sur les œuvries et les bois de mille fièrement. Combien de temps je vais contraint à te défoncer, à balayer des déserts, à peupler des océans, à planter des briques dans un champ. On a servi sous tous les ordres, avaler la pilule, empêchant de mordre, emplir